Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. On commencera avec le journal local et régional Info 10 qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. J'aurai une petite dédicace pour le docteur Hermine au passage, on y va. Nous sommes le mardi 7 septembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur cet appel à la grève générale lancé par les organisations syndicales qui s'apprêtent à manifester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Puis nous suivrons la collectivité départementale qui se rend dans les collèges pour préparer la rentrée. Et enfin, nous parlerons des journées de l'illettrisme menées par le régiment du service militaire adapté. Ça y est, l'état d'urgence a été prolongé pour la Guadeloupe jusqu'au 15 novembre prochain. Sur nos 577 députés grassement payés, seuls 104 se sont exprimés avec 90 voix pour, 13 voix contre et une abstention. Selon le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, la prolongation jusqu'au 15 novembre ne signifiera pas que l'état d'urgence durera jusqu'à cette date sur les territoires concernés. Si des mesures de freinage permettent une amélioration, le préfet pourra alléger les mesures et le gouvernement mettra fin à l'état d'urgence par décret. A priori, les mesures devraient rester en tout cas territorialisées. Et le 9 septembre prochain, les syndicats appellent à la grève générale. Après plusieurs semaines de préparation et une caravane des libertés qui a fait le tour de l'île, les organisations s'apprêtent donc à passer à l'offensive. L'objectif, faire reculer le gouvernement sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Obtenir aussi des réels moyens pour l'hôpital, mais aussi pour les écoles, afin d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Le reportage. C'est une mobilisation que nous mettons en place à partir du 9, puisque nous avons estimé aussi, nous avons dit, le travail est attaqué. Et donc ça veut dire que le 9, nous avons créé un mouvement général de façon à ce que l'ensemble des entreprises fermées, et à partir de l'entre jeudi et vendredi, nous pouvons ensemble nous avons fait après, puisque c'est commencé, nous avons commencé le 9, de façon à ce que nous fait l'État français, tuer le patronat aussi, puisqu'il n'y a pas question qu'il dit nous, si nous ne sommes pas vaccinés, nous que licencier ou nous que sanctionner. Et quand nous avons dit, ça veut dire que la liberté de travailler, nous avons perdre aussi. Donc, à tout droit nous tous les acquis nous je chaque après par les différentes réformes donc estimer dernier bilan comme là au moins c'est liberté de travail et on train de dire nous que si nous pas vacciner nous pas perdre liberté de travail nous. Donc c'est pour ça que vous bien senti que tout le monde motivé, tout syndicat motivé de façon à ce que depuis le jeudi 9 nous mettons en situation dans le pays là pour faire monde chuler et pour nous payer nous les travailleurs reprendre la main et surtout faire l'État respecter nous. Tous les établissements de santé, cliniques, hôpital public, nous demandons de réunir à 6h du matin dans l'établissement. Bien sûr, c'est que des prises de parole, des témoignages, de manière pour nous voir toute pression que les personnels ont rencontrés au sein de l'établissement pour obliger à prendre vaccin. Donc nous savons que quand nous avons l'habitude de faire grève, nous toujours un préavis que nous avons lancé depuis pour faire 5 jours de préavis là. Nous aussi des équipes, comme nous avons dit, l'équipe minimum, quand nous avons fait l'environnement période de grève. Nous savons que ça peut être évident parce que le personnel qui est touché aussi par maladie là. Mais comme nous avons dit, nous tentons qu'à cause de la 4e vague là, il dit qu'il y a repoussé l'obligation vaccinale là ça. Mais jusqu'à maintenant, nous pas pour décret pour arrêter sorti pour dire nous comme ça effectivement, il y a réellement repoussé mesure là ça. Donc c'est pour ça qu'il faut nous rester très vigilants par rapport à ça l'État français qui a décidé par rapport à la situation là. Il est clair qu'avec le protocole de rentrée qui fait que nous soyons tous en distanciel, il sera extrêmement compliqué effectivement pour nous de mobiliser dans les établissements. Donc nous serons tout simplement en appui avec les autres organisations syndicales sur les piquets de grève qui pourraient se mettre en place. Et puis surtout, nous à la FSU, nous allons commencer donc des discussions pour faire de telle façon que la rectrice nous octroie des moyens pour que demain, une fois que nous allons nous retrouver en présentiel avec nos élèves, nous soyons en capacité de pouvoir les accueillir en toute sécurité, notamment avec plus de personnel
notamment avec plus de psychologues scolaires. Et puis surtout, nous allons nous garantir de voir l'ensemble des professionnels ne pas se retrouver avec l'obligation vaccinale et l'obligation d'avoir un pass sanitaire pour aller travailler. Il est important pour nous que l'ensemble des professionnels de l'éducation soient en capacité d'arriver sur leur lieu de travail sans aucune pression et donc sans sanction liée à la loi du 5 août 2021. Petit focus maintenant sur le Vaccibus, ce centre de vaccination mobile, un équipement nouveau qui demande une certaine organisation tant pour le maintien des doses à température requise que la campagne de séduction auprès de la population. On nous explique tout. Nous voyons donc cette situation sanitaire qui se dégrade et c'est tout à fait normal que la municipalité de Gobert, consciente d'améliorer donc cette chose vaccinale, que nos concitoyens se fassent vacciner le plus possible. On arrive tôt le matin parce que chaque journée est différente en fait. Donc tout est préorganisé à l'avance, mais par contre il faut quand même mettre en place le bus. Donc le bus, le problème c'est qu'à l'intérieur du bus, tous les soirs il faut qu'on range tout parce que quand le bus circule, il n'y a rien qui doit traîner. Donc on doit tout ranger. Donc ça veut dire que le matin, il faut qu'on remette tout en place. Donc ça nous prend quand même un certain temps. Ensuite il faut gérer tout l'aspect extérieur, c'est-à-dire toutes les salles d'attente qui sont dehors, les salles de pré-vaccination, les salles de post-vaccination, l'accueil et le filtrage. Donc ça nous demande quand même toute une coordination et toute une organisation qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'adaptation parce que chaque jour est totalement différent. Le mois prochain ce sera plus facile parce qu'on reviendra dans des endroits qu'on connaît, donc on aura plus de facilité. Aujourd'hui, donc, hall des sports de Gobert, la population sera accueillie le plus simplement possible. Les doses ne sont pas dans un congélateur, elles sont dans un congélateur au CHU. Le procédé, c'est que le CHU les décongèle et nous les livre. Une fois que le CHU les a décongelés, on a 30 jours de conservation. Elles ont été livrées, on a 2 frigos, on a un frigo à Basse-Terre, on a un frigo au Rézé. Et en fait, en fonction de là où on va être dans les communes, donc il y a toute une traçabilité avec des thermomètres dans les frigos. Et tous les jours, on prend les doses dans le frigo qui sert de réserve en fait. On les met dans une glacière, donc sans interruption de la chaîne de froid, et on les amène dans le frigo du bus. Donc dans le bus, on utilise un frigo spécifique pour les bateaux, donc un frigo qui est fait pour ça, c'est-à-dire qui est branché sur la batterie et qui fonctionne en continu. Parce que dès qu'on arrive, que ce soit à la région ou donc la nuit et le jour pour les vaccins, le bus est branché au courant et à ce moment-là, le frigo est branché sur le courant. Il n'y a que pendant le trajet entre la structure et l'hôtel de région, où la structure est là où le bus dort, où là c'est la batterie qui prend le pas. Donc on a des thermomètres, on vérifie plusieurs fois par jour la température dans le frigo. Et si jamais il devait y avoir une rupture de la chaîne du froid, on prend en lien avec la pharmacie du CHU qui est au courant de notre fonctionnement, et à ce moment-là on changerait les vaccins parce qu'il y aura une rupture de la chaîne du froid et qu'il est très important de conserver ça. Il y a donc ces soignants qui opèrent la vaccination ici en Guadeloupe, mais nous avons également tous nos personnels soignants qui œuvrent depuis des jours pour essayer de tenir cette situation qui est quand même assez critique, puisqu'on a une vague qui était plutôt conséquente et un CHU qui n'était pas à même de pouvoir amortir le choc. Alors il y a des associations effectivement au vu de la détresse des soignants qui essaient de se mobiliser pour les entourer et essayer de leur porter un peu de réconfort, et au-delà de ce réconfort, peut-être un petit confort supplémentaire pendant qu'ils opèrent. Pour en parler, je reçois Pascal Létang. Bonsoir Monsieur Létang. Bonsoir à tous, bonsoir. Donc vous représentez l'association Effet Papillon qui a décidé de lancer une collecte de fonds justement pour pouvoir acheter du matériel pour ses soignants, ne serait-ce que pour qu'ils se reposent. J'ai vu que dans la liste, il y a même de l'eau minérale. Oui, en effet, on est confronté à une triste réalité. Et on voulait simplement, dans ce climat un peu anxiogène, parfois délétère, où on ne sait pas en réalité comment se positionner,
Et pour pallier à cette souffrance, parce que j'imagine que c'est quand même quelque chose d'extrêmement traumatisant, d'être au contact des malades comme ça, en permanence, tous les jours. Alors voilà, nous, on n'est pas là pour juger de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de ce qui devrait se faire ou pas. Vous faites un constat. Voilà, le constat il est très simple, c'est qu'il y a des gens qui sont confrontés au malheur tous les jours, qui doivent se battre. Et à l'instar de ce que font déjà d'autres associations, je pense entre autres à Steve Salim avec son association Guadeloupe Forever, Rudy Naïnan, enfin bref, vous avez des gens qui opèrent tous les jours, qui viennent en soutien. Et voilà, nous on s'associe à ce type de démarche. Alors on va sur peut-être un sujet qui peut être clivant, mais nous on pense simplement aux soignants, à ces personnes qui nous viennent en aide en réalité, parce que c'est à nous qu'elles viennent en aide. Je crois qu'à un moment elles ont besoin, indépendamment de la situation, elles ont besoin peut-être d'un peu de réconfort, qu'on leur apporte notre soutien. Et puis nous, notre façon de le faire, c'est de mettre un peu de sous, c'est d'inviter les gens à mettre un peu de sous, et puis peut-être leur aménager un espace qui leur permettra de juste se poser 5 minutes, 10 minutes. C'est tout ce qu'on cherche. Pour les téléspectateurs et même pour moi, techniquement, ça devrait être le b.a.-ba. Et je vois que dans votre liste, il y a même des fauteuils de relaxation. Bon, on imagine qu'ils n'ont pas beaucoup de fauteuils. Enfin, de ce que j'ai vu, il n'y a pas beaucoup d'équipements de toute façon. Ils n'ont pas de salle vraiment. Nous, on s'est rapproché des soignants et on leur a demandé de quoi ils avaient besoin. Voilà. Et on répond simplement à une demande, indépendamment du fait est-ce qu'ils auraient dû avoir ou ne pas avoir. Ça, c'est pas le sujet pour nous, il n'est pas là. Le sujet, c'est que ils ont besoin à un moment qu'on leur apporte un peu de réconfort, un peu de reconnaissance. J'ai envie de dire de la vraie reconnaissance, et puis c'est tout. Donc cette campagne, elle s'adresse à tout un chacun, elle s'adresse naturellement aux citoyens. Mais elle s'adresse aussi, j'ai envie de dire, à tous les acteurs du territoire. Là, on a lancé un peu timidement la campagne. Elle dure jusqu'au 15. Mais on va décrocher nos téléphones, on va le solliciter tout comme on peut le faire avec nos amis, mais on va solliciter les institutions, on va solliciter les entreprises, on va solliciter. On espère qu'il y aura de belles donations venant de la part de nos élus. Chacun fait ce qu'il peut au moment où il peut, avec les moyens qu'il a. Donc on n'est même pas là pour porter un jugement, on va simplement solliciter. Et on va dire aux gens, en tant qu'être humain, en tant que Guadeloupéen, en tant que personne fière d'être Guadeloupéen dans ce pays, agissons, peut-être montrons un autre visage de notre territoire. Il s'est dit plein de choses, à tort, à raison, j'en sais rien, on n'est pas là pour voilà. Non, il y a simplement une réalité, c'est que des soignants sont confrontés tous les jours aux malheurs des uns et des autres, à nos malheurs, voilà, que c'est, j'imagine, extrêmement traumatisant, et qu'à un moment, il faut leur apporter un peu de douceur, un peu de réconfort, un peu de leur dire qu'on pense à eux, de repos. Et qu'on est reconnaissant. Donc si ça peut aider, on va le faire. Très bien. C'est en tout cas l'esprit dans lequel on le fait, et en dehors de toute autre considération. Et où est-ce qu'on peut effectuer un don, justement ? Alors pour ça, il faut aller sur on a créé une plateforme. Il faut aller sur les réseaux sociaux, l'Effet Papillon. 97. Donc sur le Facebook Effet Papillon 97.1. Voilà. Instagram aussi, c'est pareil. Instagram aussi, voilà. Bon, les gens qui connaissent les conférences TEDx nous connaissent, puisqu'on est organisateur des conférences TED. Alors malheureusement, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas le faire. Vous allez demander, c'est quand les prochaines ? On espérait pouvoir l'organiser au mois d'octobre cette année. C'est plutôt mal parti. L'histoire, parce que je pense qu'on a besoin de se concentrer sur autre chose. Mais qui sont, on pourrait avoir peut-être des interventions. Elle serait la bienvenue, mais le problème, c'est que créer une conférence comme ça, c'est beaucoup d'énergie. Ce sont des moyens qui sont colossaux. Et puis faire une conférence de ce type avec simplement relayée par les réseaux sociaux, on trouve qu'en termes d'idées, que c'est moyen. Voilà, parce que ça fait quand même perdre sa magie à l'événement. Mais en revanche,
En revanche, alors on va bientôt l'annoncer, on va l'annoncer cette semaine. On co-organise, alors je fais un petit peu de pub, mais j'en profite. Allez-y. Mais on co-organise les 21 et 22 septembre prochains un forum des transitions pour une Caraïbe durable avec un certain nombre de partenaires, l'ADEAL, la Chambre de commerce, le Comité 21, le Convergence. Est-ce qu'on sera encore dans, entre guillemets, du blabla, monsieur l'État? Non, on va alors commencer à établir des vrais plans. Justement, alors je pense qu'il y a déjà des vrais plans, il y a plein de plans. Ils ne sont pas bien connus, justement. Il y a des gens qui bougent, il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Mais malheureusement, alors peut-être aussi les médias, j'en sais rien. Et c'est pour ça qu'on vous aime, parce que vous avez aussi non, mais vous laissez aussi la place à des choses positives. Mais on focalise beaucoup sur ce qui est anxiogène, parce que ça fait de l'audition, enfin de l'auditoire. Et on passe à côté des vrais, j'ai envie de dire, des vrais sujets. Donc là, l'idée, c'est d'organiser un forum multi-acteurs. Voilà, donc où seront représentées la société civile par ses experts, les institutions, les entreprises, les associations, autour de regards croisés où on va pouvoir échanger sur des thématiques qu'on a identifiées avec des groupes de travail. Et l'idée, c'est, à l'issue de ce forum, de proposer une feuille de route et de mettre en place un observatoire. Voilà. En espérant que l'observatoire observe. Et reste justement voilà, dans l'observation. C'est très ambitieux, je lance le truc comme ça ce soir, mais c'est ça notre idée, parce qu'à un moment il faut juste qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on commence à, j'ai envie de dire qu'on arrête de s'agiter et qu'on commence à avancer. On est d'accord. Parce que voilà, ça part dans tous les sens, alors que si on additionne les forces, techniquement c'est plus porteur. Hein. Donc voilà, donc on le sait tous, c'est de la théorie, on la connaît, mais à un moment il faut, voilà. Donc nous on va faire ce qu'on peut à notre niveau. Il y a plein d'acteurs qui agissent à leur niveau, voilà, mais c'est contribuer, c'est aider, et c'est exactement dans le même état d'esprit qu'on lance cette campagne et qu'on invite vraiment tout le monde à soutenir. Et puis j'ai encore un autre message, c'est que sur les réseaux sociaux et entre autres sur cette petite campagne qu'on essaye de mener, il y a des gens qui forcément donnent leur avis. Moi, j'ai envie de dire, si vous avez un avis positif à donner, donnez-le. Si vous avez un avis négatif, faites-le autrement, quoi. Enfin, nous, on n'a pas envie. De toute façon, on va pas répondre. Il faut qu'on soit dans la production, pas toujours dans le contre pour être contre. On ne va pas chercher à répondre. La vérité, chacun la détient. On sait dans quelle situation est notre pays. Donc nous, on ne va pas entrer dans ce type de débat. Voilà, on fait notre action. Mais on fait quand même un petit débat. Vous m'avez dit c'est le 21-22. On peut se caler un petit débat. Non, mais c'est pas un débat. Alors c'est même pas un débat, c'est un regard croisé. D'ailleurs, on est Canal 10. Ah non, moi je vous propose un débat la semaine d'avant. Ouais, mais si vous voulez, mais Canal 10 est partenaire de l'émission et on va relayer un super truc chez vous, mais on va l'annoncer en temps et en heure. Okay. Ça devrait se passer le mercredi 22. Vous voyez, je m'avance beaucoup, mais voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je ne sais plus. Donc tout va bien. Il faut qu'on revienne, de toute façon il nous faut clore, donc on va revenir sur la campagne de collecte justement pour les soignants, mais de toute façon je vous propose déjà... Faites quelque chose, 5, 10, 15 euros, si vous avez un peu plus, mettez, si vous êtes à la tête d'une grande entreprise et vous avez fait plein de profits dans cette période de crise, mettez un peu de sous sur la table et on va montrer notre visage, on va s'unir et puis on fait quelque chose de commun. On n'est pas là pour se gargariser, j'ai envie de dire, on est juste là pour aider à emmener un mieux-être, voilà, et puis faire un grand smile et puis voilà, quoi. Sortir un petit peu de l'amorosité. Ouais, parce que c'est épuisant. En fait, c'est épuisant. À force, effectivement. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Pour effectivement cette collecte que vous opérez pour les soignants de Guadeloupe qui se sont bien donnés quand même ces derniers jours. Donc ils le méritent. Et donc pour faire un don, vous allez sur le Facebook ou sur l'Instagram de Effet Papillon 97.1. Merci monsieur. Et on parle maintenant de la rentrée scolaire, puisqu'à Gosier, la municipalité se prépare au retour des tout-petits. Et pour éviter les couacs et autres coupures d'eau, par exemple, des suppresseurs et des citernes ont été installés dans chaque école. Autre nouveauté, des rampes d'accès pour les enfants porteurs de handicap sont en cours de construction. Le reste en images.
C'est la première, il y en aura 3 puisque nous avons beaucoup d'écoles sur le territoire du Gauzé. Aujourd'hui, je suis accompagné avec Madame Élodie Clarac, adjoint au maire de la ville de Gauzé, et puis d'autres élus prendront la relève pour les autres écoles qui n'ont pas encore été visitées. Comme vous le savez, dès qu'une rentrée scolaire se termine, on prépare la prochaine. Donc déjà, je tenais à féliciter le travail de tous les agents de la ville du Gauzé qui sont efficaces et qui font qu'aujourd'hui, nous serons prêts à recevoir les enfants dans toute sécurité. Et malgré cette période Covid, eh bien, nous avançons, et que ça soit en termes de citernes et de surpresseurs, toutes les écoles du Gauzé sont équipées. Et vous voyez encore dans notre dos aujourd'hui que même on innove, nous mettons des rampes d'accès pour les enfants à mobilité réduite. Ça veut dire aujourd'hui que cet enfant qui est à l'école de Mango peut manger et peut avoir une éducation digne de ce nom avec son fauteuil roulant. Donc en gros, on évite les handicaps et on donne des solutions pour que tout se passe bien sur le territoire du Gauzé. Et comme dirait ma collègue, on espère que ça servira d'exemple pour toute la Guadeloupe. Effectivement, cette rentrée s'annonce de façon compliquée, mais nous avons un cadre, un protocole sanitaire appliqué. Nous sommes réunis, l'équipe et moi-même, avec les AESH aussi, le personnel particulier pour les élèves en situation de handicap. Donc nous avons préparé la rentrée. Dans un premier temps, nous allons recevoir les élèves de façon individualisée la semaine du 13 et la semaine du 20, ça sera par groupe de 5. C'est là. Et le département, lui, prépare la rentrée des collèges qui devrait s'effectuer sans anicroche, a priori. Mention spéciale pour le projet du jardin créole qui est développé au collège de Gourdeliane à Bébao et qui sera étendu aux autres établissements. La collectivité entend miser sur ces espaces dédiés aux plantes médicinales et aux arbres fruitiers. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on arrête de couper les arbres fruitiers dans ce pays. Il y en avait un qui était pas loin du rond-point de Canal 10 à 20 sur Retier qui était là. J'ai remarqué qu'ils l'ont coupé. Si on pouvait éviter, ce serait magnifique. En tout cas, le reportage. Tout au long de cette semaine, nous faisons la visite de l'ensemble des collèges. Je ne pourrai pas effectivement visiter les 42 collèges, mais ma très grande satisfaction, c'est l'accueil. C'est déjà la satisfaction du principal ici, de la principale au niveau donc, du collège Satino. Nous, le département s'était engagé sur un certain nombre de travaux qui ont été réalisés. Donc c'était l'occasion de faire le point. On s'est déjà rencontré lors d'une réunion et on a des soucis concernant les utilisations des installations sportives du stade. Au niveau de l'EPS, la seule doléance que nous avons, c'est que nos élèves de Bemao puissent pratiquer l'EPS, d'accord ? Puisqu'il faut savoir que depuis 2017, on nous demande on nous demande pas, il y a une convention qui est signée et on demande d'avoir une contrepartie financière à travers la première année, 35 000 €, d'accord ? Maintenant on a un nouveau président, nous espérons vraiment que les choses vont être réglées et que nos élèves vont pouvoir faire cours parce que l'on se retrouve à 9 professeurs d'EPS et dans le gymnase, nous pouvons, les installations à l'intérieur du collège, nous ne pouvons être que 5. La crise a été très bien gérée puisqu'il faut savoir qu'on n'a eu qu'une seule classe qui avait été fermée. Sinon, franchement, nous sommes très nombreux, nous sommes à plus de 1000 élèves et ça a été très bien géré, nous avions tout ce qu'il fallait. Mais au-delà de cet aspect purement équipement, aménagement, il y a une expérience qui a été menée au niveau donc, du collège de Gourdeliane concernant le jardin créole qui sera dupliqué sur l'ensemble donc, des collèges puisque cette crise nous a permis donc, de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc je demanderai à ce que sur l'ensemble donc, des collèges de la Guadeloupe, les 42 collèges, qui puissent avoir un espace dédié aux plantes médicinales et ce qui permettrait à ce que nous puissions faire venir donc, des personnes ressources qui vont expliquer comment ces plantes, quelles sont leurs utilités dans cet objectif donc, de promotion donc, de la santé et de notre patrimoine guadeloupéen. Oui, vraiment beaucoup de fierté, mais en fait c'est un projet qui avait pour but de rallier toutes les couches de la famille scolaire, de la communauté éducative. Et c'est vrai que si Gourdeliane est un peu ce laboratoire, cette expérimentation, mais c'est très bien, on espère développer sur tout le territoire de la Guadeloupe. On a déjà des demandes sur les écoles primaires, donc maintenant tous les collèges de Guadeloupe, et la volonté du président s'est affirmée, il a dit qu'il va dans ce sens, qu'on ait ce jardin partagé, jardin plantes médicinales d'un côté et arbres fruitiers en pot de l'autre, et c'est une très belle chose pour nos enfants, pour nos familles guadeloupéennes en tous les cas. Ça
s'agit maintenant pour le conseil départemental de nous accompagner avec la mise en place d'un carbet qui permettrait aux enfants et aux différentes classes de pouvoir y être. Moi-même, en tant que professeur de géographie, j'ai eu l'occasion de sortir de l'établissement, pas forcément dans le jardin, mais sortir de l'établissement avec les enfants, notamment sur l'ancien programme où on travaillait sur l'espace proche, pour pouvoir leur apporter un certain nombre d'éléments d'enseignement. Un reportage signé Stanley Manicor et en espérant effectivement que ce programme autour des jardins créoles soit maintenu. Et on parle maintenant du régiment du service militaire adapté, le premier centre de formation de Guadeloupe qui lutte contre l'illettrisme. Il y a quand même plus de 20% de Guadeloupéens qui ont du mal à lire et écrire. C'est quand même énorme comparativement à la France hexagonale qui se situe entre les 8 ou 16%, mais bon, c'est vraiment pour extrapoler, on va dire plutôt 8%. Ça fait beaucoup. C'est la 8e édition des JNAI et donc c'est la 8e participation du RSMA Guadeloupe à ces JNAI. Donc on est un acteur majeur de la lutte contre l'illettrisme au sein de la Guadeloupe, de par le volume de jeunes qu'on a sur le régiment, environ 700 par an, et de par la qualité de notre formation où vraiment on va faire de la rémédiation, on va aider les jeunes à évoluer, à grandir. On va leur donner en fait les clés de réussite qui leur permettent après d'évoluer et de trouver un emploi. C'est particulièrement important pour ces jeunes parce qu'on en a qui sont vraiment en situation d'illettrisme. On a 35% d'illettrés au régiment. Donc chaque année, le recrutement fait qu'on a 35% de nos jeunes qui ont des grosses difficultés en lecture, en écriture, en numératie, mais aussi maintenant dans l'illettrisme, on prend l'électronisme, cette difficulté à manipuler tous les objets numériques. C'est-à-dire que le jeune, il sait utiliser Instagram, Facebook, mais s'il faut aller s'inscrire sur un fichier, il en est incapable. Pour pouvoir maîtriser tout ce qui est informatique, il faut savoir quand même lire et on se rend compte que les jeunes sont très limités à ce niveau-là. Et donc nous essayons de les aider, de leur donner les moyens de maîtriser ces compétences. On travaille par groupe de compétences, c'est-à-dire qu'en entrée au RSMA, les jeunes ils sont testés, ils font ce qu'on appelle un test d'illettrisme, ça les catégorise, donc en niveau 1, 2, 3, 4, et à la suite de ça, on les fait travailler par groupe, donc on va regrouper un peu ceux qui ont le plus de mal, ce qui va nous permettre de porter plus d'attention, et donc ça va être du travail tout simplement de lecture, de mathématiques, et avec des méthodes un peu plus modernes que ce qu'on peut apprendre à l'école et au sein de l'éducation nationale, on va utiliser un peu plus de numérique, des jeux, et notamment aussi le labo des histoires. On les force à créer une histoire, leur histoire, qu'ils vont après devoir écrire, et voire même là aujourd'hui, on a un dessinateur qui reproduit cette histoire en dessin, et ça les aide aussi à fixer un objectif. Franchement, depuis que je suis venu ici, ils m'ont beaucoup aidé, et voilà, maintenant je lis bien. À cause de mes projets, du coup il a fallu que je progresse, que je progresse un peu plus. Et j'ai encore des petites difficultés, mais bon, je pense que ça va y aller si je continue l'effort. Le fait que je vois que je progresse me donne le courage de vouloir plus progresser, on va dire. Ce sont des jeunes motivés, ils veulent s'insérer, et puis nous là, nous sommes là pour les remotiver, les aider et de renforcer leur projet professionnel. Un reportage signé Maxime Morel. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. N'oubliez pas que l'état d'urgence est donc prolongé en Guadeloupe jusqu'au 15 novembre prochain. Si la situation sanitaire s'améliore, il se pourrait effectivement que cet état d'urgence soit levé par décret. Nous attendrons de voir. On n'a pas encore reçu le mail pour la conférence de presse hebdomadaire de l'Agence régionale de santé et de la préfecture. On ne sait pas si finalement ça se tiendra demain ou pas, on vous le précisera. En tout cas, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. On reprend l'horaire normal puisque la série d'émissions avec ces fameux médecins est maintenant terminée. Et donc, je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour le JT. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Nous sommes mardi, c'est la rentrée, on reprend les bonnes habitudes. Je recevrai les jeunes de l'association WeBash. On parlera un petit peu de leur rentrée universitaire. Visiblement, il y a quelques petits couacs. On parlera certainement aussi de Covid puisque c'est tendance. Et avant de la coupure pub, je suis un petit peu
ailleurs en ce moment là, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais avant la coupure pub, je dis bonsoir à Maurice Mehdi, à Patricia Jamétal, à Franck Abar, bonsoir Général, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Christy Titi Choupi Choupi, bonsoir à Riri Maïwo, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Vivi Desil, à Nadia Adélaïde, bonsoir à Awaria Henry, bonsoir à Jacqueline Ludo, à Tesserise, à Riconé, bonsoir à Léopold Goram, à Charles Siredef, à Germanie SJV, bonsoir à Lauralie Gervelas, à Marie-Michel Green Mistoko, bonsoir et bisous à Mercedes Platon, bonsoir à Josélita Jérémy, à Timothée Boucher, bonsoir à Audi Zingilé, à Jos Pro, à Moïse Caramel, à Kamel Julian, à Jacques Ludo. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook et sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On revient tout de suite après la coupure pub.